Après avoir terminé avec l'étude de la dioptrique oculaire normale, on va entamer tout ce qui est en rapport avec la pathologie, ce qu'on appelle les amétropies. Et plus précisément, on va s'intéresser aux amétropies sphériques. Alors, les amétropies, d'une manière générale, on les définit de la manière suivante. Il s'agit en fait de troubles de la dioptrique oculaire dont la correction, elle se fait d'une manière simple, c'est-à-dire par des lentilles. Et je vous rappelle toujours que le terme lentille, c'est en relation avec toute correction par des verres, et non pas, comme vous le pensez souvent, les lentilles de contact. Bon, les lunettes, ce sont des lentilles. Alors, dans le cadre des amétropies, on distingue deux volets. Premièrement, ce qu'on appelle les amétropies sphériques, et deuxièmement, les amétropies non sphériques, également appelées astigmatisme, où les dioptres de l'œil ne sont plus sphériques, tout simplement. Alors, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, on se limite uniquement aux amétropies sphériques. On ne va pas aborder le chapitre et les notions d'astigmatisme. Alors, contrairement à un œil hémétrope, on peut définir une amétropie sphérique. C'est lorsque les différents dioptres de l'œil sont toujours sphériques, on garde le caractère sphérique, sauf que l'œil, lorsqu'il est au repos, ne donne pas d'un objet situé à l'infini une image qui est sur la rétine. Je répète, si je reprends la définition d'un œil hémétrope, je dis qu'il s'agit de dioptres. Les différents dioptres de l'œil sont sphériques, premièrement, et surtout que lorsque l'œil est au repos, l'image de l'infini se situe sur la rétine. On est tous d'accord. Alors, contrairement à l'œil hémétrope, l'œil amétrope sphérique, c'est un œil qui garde son caractère sphérique, c'est vrai, sauf que lorsqu'il est au repos, l'image de l'infini n'est plus sur la rétine. Alors, avant de se pencher encore plus sur ce chapitre-là, je tiens à rappeler sur l'objectif de la correction de tout type d'amétropie sphérique. Il faut retenir que en corrigeant une amétropie sphérique, on vise quoi? On vise à observer un objet situé à l'infini nettement et surtout sans accommodation. Donc on cherche toujours à avoir une image sur la rétine d'un objet situé à l'infini sans accommodation. Il faut toujours garder dans votre esprit l'objectif de la correction de tout type d'amétropie sphérique. Alors, quels sont les différents types d'amétropie sphérique? En fait, il y en a deux, uniquement deux. La myopie et l'hyperopie. On va commencer premièrement par l'étude de la myopie. Alors, c'est quoi un œil myope? C'est quoi la myopie? Par définition, un œil myope est un œil qui est trop profond pour sa puissance. Vous vous rappelez la définition d'un œil hémétrope? C'est qu'il y a une corrélation, une harmonie entre la puissance et la profondeur de l'œil. Dans le cas de la myopie, il y a une inadéquation. On est tous d'accord? Mais en plus, plus précisément, c'est que l'œil, il est trop profond par rapport à la puissance. Autrement dit, si je représente la marche d'un rayon lumineux provenant de l'infini par rapport à mon œil d'une certaine profondeur, R, ça désigne la position de la rétine par rapport au sommet de l'œil. Alors théoriquement, s'il s'agissait d'un œil hémétrope, l'image de l'infini devrait être sur la rétine, mais malheureusement, pour notre œil myope, l'œil, j'ai dit qu'il est trop profond. La profondeur, elle est exagérée, et donc du coup, j'aurai une image qui est en avant de la rétine. Alors, les idéologies, on a deux. Soit que l'axe, il est trop lent par rapport à la puissance, soit que la puissance, elle est très importante par rapport à la profondeur. Peu importe l'étiologie, peu importe la cause, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la myopie, c'est finalement un excès de convergence de l'œil. C'est un excès de puissance, quelle que soit l'étiologie, peu importe, parce qu'en examinant un patient, on ne s'intéresse pas à la cause, on s'intéresse plutôt à la conséquence. Il s'agit d'un excès de puissance de l'œil par rapport à sa profondeur.
si je reviens à ce schéma-là, si vous vous rappelez par rapport à un œil normal, l'image de l'infini, elle est sur la rétine. Autrement dit, le punctum remotum de l'œil hémétrope se trouve sur l'infini, parce qu'on a défini le punctum remotum comme étant le conjugué de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas. Dans ce cas de figure, l'image de l'infini n'est plus sur la rétine. Et donc, si j'applique la définition du punctum remotum, je peux facilement deviner que le PR n'est pas confondu avec l'infini. Alors, la question qui se pose, où se trouve le punctum remotum d'un œil myope? Pour cela, j'ai besoin de la formule suivante. Je vous rappelle qu'il est de la forme 1 sur PR, petit p grand R, moins N2 sur petit l est égal à pi. Une formule de conjugaison qu'on a utilisée lors du dernier chapitre. Et je rappelle que le PR, c'est la position du punctum remotum, c'est une proximité. Le petit l, c'est la profondeur de mon œil. Et la puissance, c'est la puissance de l'œil au repos. Qui est applicable, cette formule-là, elle est applicable pour n'importe quel œil, que ce soit hémétrope, myope ou hépérope. Ce qui varie d'un œil à un autre, c'est la position du PR. On a vu que pour un œil hémétrope, le PR il est situé à l'infini. La question qui se pose, je répète, où est-ce que se situe mon punctum remotum pour un œil myope? Donc, on a vu que pour un œil myope, la puissance, elle est augmentée par rapport à un sujet normal, par rapport à un œil hémétrope toujours. La puissance, elle est supérieure parce qu'il y a un excès de puissance de cet œil-là. Or, N2 sur L, elle n'est pas constante, elle n'est pas variable, je veux dire. Donc, finalement, l'entité 1 sur PR, elle est augmentée, et donc, du coup, le PR, le petit p grand R, la proximité de mon punctum remotum, elle est diminuée. Autrement dit, le PR, le punctum remotum d'un œil myope, est plus proche que l'infini, et plus proche que celui d'un sujet normal. Donc, si j'essaie de représenter la marche d'un rayon lumineux provenant du PR d'un œil myope, que j'ai pu démontrer qu'il n'est plus à l'infini, j'applique la définition même de mon punctum remotum, c'est que le punctum remotum est le conjugué de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas, qui reste valable quel que soit le type de l'œil. Et donc, c'est très simple, je peux deviner que l'image du PR se trouve sur la rétine. C'est la définition même du PR, c'est le conjugué de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas. Ce qui a varié par rapport à un œil hémétrope, c'est la position du PR. Le PR, il était à l'infini pour un sujet normal. Actuellement, il est plus proche. Et donc, mais finalement, l'image, elle est toujours sur la rétine. Il faut garder à l'esprit que le PR, c'est le conjugué de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas et que cette définition, elle est toujours valable, quel que soit l'œil. Donc, jusqu'à ce moment, on a défini c'est quoi une myopie, c'est un excès de convergence de l'œil, quelle que soit l'étiologie, peu importe, l'essentiel c'est que c'est un excès, l'œil converge trop, plus qu'il le faut qu'un sujet normal. Et donc, du coup, j'aurai un PR qui est plus proche. Si j'essaie de déterminer encore plus, d'avoir plus d'informations là-dessus, et plus précisément, je veux déterminer le degré de ma myopie. C'est vrai que le PR est plus proche, mais j'aimerais bien avoir plus de précision là-dessus. Alors, quel est le degré de la myopie? Comment je peux le déterminer? Si je reprends cette même formule, 1 sur PR moins N2 sur L est égal à pi. Ça, c'est pour un sujet myope. Pour un sujet normal, j'ai bien dit tout à l'heure que la même formule, je la garde. Ce qui va
ce qui va changer, c'est en fait la position du PR. Et donc, j'aurai 1 sur l'infini, moins N2 sur L est égal à P', par exemple. Ça, c'est pour un sujet normal. Ça, c'est pour un sujet qui est myope. Et je sais très bien que pi, la puissance de l'œil au repos de nuit myope, elle est supérieure à celle d'un sujet normal. C'est la définition même de la myopie. Donc, j'ai le droit de dire que pi moins pi', ça correspond en fait à quoi? C'est le plus. C'est l'excès de la convergence de l'œil myope par rapport à celui de l'œil normal. Donc, tout calcul fait, je peux facilement montrer qu'il s'agit finalement de l'entité 1 sur PR. Je peux rajouter une valeur absolue pour ne pas être dans l'obligation de deviner quel terme est supérieur à l'autre. Donc, l'excès de convergence en valeur absolue, c'est 1 sur PR, et je sais très bien que 1 sur PR, c'est une entité positive. Donc, morale de cette notion, c'est que ce qui nous intéresse, c'est non pas la puissance proprement dite de l'œil myope au repos, ce n'est pas notre objectif ultime, mais c'est plutôt ce qu'il y a de plus. C'est l'excès de convergence, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le degré de la myopie. Alors, une fois j'ai pu déterminer la position du PR de mon œil myope, j'aime bien savoir quel est le domaine de vision nette d'un sujet myope, pour pouvoir déterminer par la suite quel est le problème, quel est le motif de consultation, pourquoi un sujet myope peut consulter en ophtalmologie, quelle est sa plainte. Donc pour cela, j'ai besoin de deviner quel est le domaine de vision nette d'un sujet myope. Alors, je tiens à rappeler que pour un sujet normal, rappelez-vous, le PR, il est situé à l'infini. Et le PP, il est approximativement à cette position-là. Je vous rappelle, à peu près égal à 20 à 25 cm. Donc ça varie d'un sujet à un autre. Pour un sujet myope, on vient de démontrer que le PR n'est plus à l'infini, il est plus proche. Or, rappelez-vous, à H égale l'amplitude d'accommodation. La capacité de l'œil à augmenter sa puissance ne varie pas. Je m'explique, pour 2 sujets. Le premier qui est normal, le second qui est myope. Si ces 2 sujets-là ont le même âge, théoriquement, ils devraient avoir une égalité des amplitudes d'accommodation. Je m'explique, une égalité des pouvoirs d'augmentation de la puissance de leur œil d'une manière respective. Donc finalement, cette amplitude d'accommodation se traduit en termes de vision nette par rapport à cette distance-là. La traduction de l'amplitude d'accommodation, c'est la distance qui sépare le PR et le PP. Et si mes sujets sont à âge égal, donc si le PR est décalé approximativement de cette manière-là, donc j'aurai également un rapprochement du PP afin d'avoir une égalité des domaines de vision nette, une égalité des amplitudes d'accommodation. Je peux expliquer ce rapprochement du PP de la même manière que celle du PR autrement. Je vous rappelle la formule qu'on a vue lors du chapitre dioptrique de l'œil normal, qui nous dit que l'amplitude d'accommodation, c'est finalement 1 sur PP moins 1 sur PR. Si, pour un sujet myope, le PR, il est plus proche, donc il est diminué. Donc cette entité-là, 1 sur PR, elle est augmentée. Or, l'amplitude d'accommodation, comme on vient de voir à âge égal, est une constante. Donc finalement, 1 sur PP, elle est augmentée, donc le PP, il est
diminué. Et donc le punctum proximum d'un sujet myope, il est plus proche que celui d'un sujet normal. Donc pour conclure par rapport à la plainte, par rapport au motif de consultation d'un sujet myope, il est évident qu'un sujet myope ne peut consulter que parce qu'il a une anomalie de la vision des objets éloignés. Pour les objets rapprochés, il n'a aucun problème. Ils sont situés dans son domaine de vision nette. Par contre, pour les objets qui sont situés au-delà du PR, à l'infini par exemple, l'image, elle n'est pas sur la rétine parce que ce point-là, par exemple, ne fait pas partie du domaine de vision nette de mon sujet myope. Donc finalement, un sujet myope va consulter parce qu'il voit flou les objets qui sont situés loin de l'œil, au-delà de son PR. Alors, une fois on a pu poser le diagnostic d'une myopie, parce que mon patient décrit une vision floue des objets éloignés, je suis censé lui amener la correction qui lui convient. Donc, du coup, je dois déterminer quelle est la lentille qui me permet la correction adéquate à mon patient. Alors, revenons à la définition de la myopie. C'est quoi une myopie? C'est un excès de convergence. Donc, vous devinez tous, je suppose, que la correction ne peut se faire qu'avec des lentilles de puissance négative pour réduire cet excès de convergence. Donc, il s'agit obligatoirement de lentilles divergentes, de lentilles de puissance négative. Un autre élément, c'est que la myopie, ça fait partie des amétropies sphériques. Donc, obligatoirement, la correction va se faire avec des lentilles sphériques. Donc, on peut déduire jusqu'à ce moment-là que la correction va se faire avec des lentilles sphériques divergentes. La question qui reste encore posée, c'est quelle est la puissance de cette lentille-là? Parce qu'on ne peut pas noter correction par des lentilles sphériques divergentes sans préciser quelle est la puissance de la lentille. C'est moins 2 dioptries, moins 3 dioptries, moins 4 dioptries. Donc il faut préciser quelle est la puissance. La correction a pour objectif de ramener un objet situé à l'infini sur la rétine. Or, mon système, l'infini rétine, en fait, je peux le dissocier. Premièrement, il y aura la lentille correctrice et par la suite, c'est mon œil. Il ne faut pas oublier que mon œil, ça fait partie de tout le système. Je ne vais pas annuler la fonction de mon œil. Je vais compléter ce qu'il existe déjà. C'est un complément. La correction, c'est toujours un complément. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, du coup, si je raisonne par rapport à cette première partie de l'évolution de la conjugaison de l'infini, l'image de l'infini par la lentille correctrice, par n'importe quelle lentille d'ailleurs, ça correspond en fait à son foyer image. Par rapport à cette deuxième partie, quel est le conjugué de la rétine à travers mon œil? Vous le devinez tous, j'espère, c'est son PR. Et donc, par conséquent, l'objectif de la correction, finalement, c'est quoi? C'est de faire confondre le PR de l'œil avec le foyer image de la lentille correctrice, tout simplement. Donc, finalement, la correction, ça va ramener d'un objet situé à l'infini une image qui est située au PR de l'œil, et le reste, c'est l'œil qui s'en occupe, parce que mon œil est capable de ramener un objet situé au PR sur la rétine sans aucun effort. Donc j'aurai la résultante, l'image de l'infini, une image qui est sur la rétine sans aucun effort. Alors par abus de langage, on dit que la correction permet de ramener le PR à l'infini. C'est un abus de langage parce qu'en fait, on ne peut jamais modifier la position du PR. Vous vous rappelez, le PR, c'est une caractéristique de l'œil. Mais ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est l'inverse. On est en train de ramener, à travers notre correction,
on est en train de ramener d'un objet situé à l'infini une image qui est au PR de l'œil. Et pour le reste du processus, c'est simple pour notre œil, il est toujours capable de ramener un objet situé au PR de l'œil, une image sur la rétine. Donc si j'essaie de déterminer la puissance de ma lentille divergente, c'est la question que j'ai posée. J'applique la formule de conjugaison par rapport à ma lentille correctrice, qui me dit quoi? 1 sur, je vous rappelle, il s'agit d'une lentille. La lentille, elle est positionnée dans l'air. Donc 1 sur l'infini, moins 1 sur petit p grand R, qui est confondu avec f', est égal à la puissance de mon œil. Donc finalement, la puissance de la lentille, pardon, non pas de mon œil, est de la forme moins 1 sur PR. Donc vous voyez bien que PR est une entité positive puisqu'il est situé en avant de l'œil selon la convention des médecins qu'on a toujours utilisée dès le début de ce chapitre. C'est une entité négative. Effectivement, je sais très bien que je dois aboutir à une puissance négative parce que je sais très bien que la myopie, c'est un excès de convergence et donc du coup, la correction ne peut se faire qu'avec des lentilles de puissance négative, des lentilles sphériques divergentes dont la puissance est égale à moins 1 sur PR qui n'est autre que le degré de ma myopie. Alors, juste une petite remarque là-dessus, c'est que ce calcul a supposé que ma lentille est accolée à mon œil. Il s'agit de lentilles de contact, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les lunettes, il y a quand même une certaine distance par rapport à mon œil. Donc, en toute rigueur, ce n'est pas exactement égal à moins le degré de myopie parce qu'il fallait tenir compte de la distance séparant mes lunettes de mon œil. Alors, si j'essaie de représenter la marche de mon rayon lumineux provenant de l'infini à travers quoi? À travers mon système composé de la lentille de correction, que je sais très bien qu'elle est de nature divergente, et de mon œil avec une rétine qui est située à une certaine profondeur. On est tous d'accord que, en l'absence de lentille, l'image de l'infini est en avant de la rétine. Mais là, j'ai interposé la lentille avec le degré, la lentille divergente correspondante, convenable. Donc, je sais très bien que l'image d'un objet situé à l'infini, pour une lentille, ça correspond à son foyer image. Et le foyer image d'une lentille divergente, on l'a vu lors du premier chapitre, elle est virtuelle. Le foyer image, il est virtuel, il est en avant de la lentille. Donc le f', il est là. Le foyer image de ma lentille correctrice. Et donc du coup, le rayon va diverger en semblant passer par f'. Vous vous rappelez, j'espère. Or, j'ai défini le f' comme étant le PR de mon œil. Il y a une parfaite corrélation entre le f' et le PR de l'œil. Donc f' finalement, c'est le PR de mon œil. Et je sais très bien qu'un rayon qui arrive du PR de l'œil, il va émerger en passant pile poil par la rétine. Et donc, du coup, j'ai pu ramener un objet situé à l'infini sur la rétine. Donc, je suis arrivé à mon objectif ultime, c'est de voir un objet situé à l'infini nettement et surtout sans accommodation. Alors, une dernière notion clé par rapport à la myopie, c'est lorsque mon sujet myope atteint l'âge de 40 ans, ou encore plus, et devient presbyte. On va voir ce qui se passe lorsqu'il y a association myopie et presbytie. Alors, je vous rappelle, la presbytie, en fait, c'est par rapport au PP. Parce que, en fait, la cause, c'était un vieillissement du cristallin. Donc, le plancton proximum, il est plus loin. Or, pour un sujet myope, son PP, il est déjà plus proche. Donc, si j'essaie de représenter
un sujet normal. Un sujet myope. Je sais très bien déjà que pour un sujet normal, son PP, il est à ce niveau-là, par exemple. Et son PR, il est à l'infini. Pour mon sujet myope, on s'est mis d'accord que à amplitude d'accommodation égale, à H égale, son PP, il est plus proche, et son PR également n'est plus à l'infini. Si je suppose, par exemple, que mon sujet myope va devenir presbyte, finalement, il y aura quoi? Il y aura éloignement de son PP. Donc, ça ne touche pas au PR, mais le PP sera encore plus éloigné. Ça, c'est pour un sujet myope et presbyte. Et donc, par rapport à mon sujet myope et presbyte, j'ai en fait un double problème. Un problème pour la vision des objets éloignés qui nécessitent des lentilles sphériques divergentes pour la vision de loin, mais encore, il y a un problème pour la vision des objets rapprochés. Et donc, du coup, il y aura en plus de ces lentilles sphériques divergentes pour la vision de loin, des lentilles sphériques, cette fois-ci convergentes, mais pour la vision de près. Et si vous m'avez bien compris, j'espère, vous devinez que la myopie ne corrige jamais, plutôt la presbytie ne corrige jamais la myopie. Parce que la presbytie, chronologiquement, ça vient après la myopie. Donc la presbytie ne corrige jamais la myopie. Et en fait, mon sujet aura besoin de deux lunettes. L'une pour la vision de loin et l'autre pour la vision de près. Une dernière remarque par rapport à cette association, il faut savoir qu'un sujet myope devient presbyte à un âge plus avancé qu'un sujet normal. Pourquoi? Parce qu'il part déjà d'un PP qui est plus proche. Donc pour arriver au stade de presbytie, il lui faut beaucoup plus de temps pour être presbyte. Et donc du coup, il faut savoir que deux éléments sont clés. Premièrement, la presbytie ne corrige pas la myopie. Par contre, la myopie, elle retarde l'apparition de la presbytie. Il faut garder dans votre esprit ces deux notions clés.